Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir pour cette session virtuelle de la Green Week, de la Semaine verte, pour essayer d'atteindre des villes zéro pollution grâce à la politique régionale et au Green City Accord. Alors, nous voulons donc parvenir à zéro pollution. Alors, je suis journaliste, mon nom est René Windman. Je suis heureuse d'être avec vous. Alors, quelques recommandations. Nous nous réjouissons de recevoir vos questions par Slido. Je crois que maintenant vous connaissez. Il suffit que vous passiez par votre navigateur Green Week et puis vous rentrez dans Slido et vous pouvez utiliser Slido pour poser des questions et vous pourrez utiliser ce système pour poser des questions. Si vous le souhaitez, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser Twitter, tweet hashtag Green Week, et nous disposons de la traduction simultanée. Donc, au bas de votre écran, il y a une petite icône qui vous signale qu'il y a la traduction simultanée, interprétation. Il suffit de cliquer sur cette icône et choisir le canal qui vous intéresse. Les langues sont le français et l'anglais. Alors, nous avons également le Comité européen des régions. Alors, voyons nos orateurs. Nous avons d'abord Manuel Edisabato de la Commission et également au Comité européen des régions. Bonjour Manu. Bonjour. Nous avons Joanna Drake qui est directeur général adjoint à la DG Environnement. Bonjour Joanna. Et Gilles Namur qui est adjoint au maire à Grenoble. Bonjour Gilles, vous êtes là? Il faut que vous allumiez votre micro. Alors, et parfait. Et bonjour à Nina également. Merci Gilles, on vous entend bien. Et alors, il y a Nina Ratilainen, qui est conseillère municipale à Turku, en Finlande. Bonjour. Alors, ce que nous allons entendre au cours de cette session, c'est d'abord le comité des régions qui fera l'allocution d'ouverture. Ensuite, nous donnerons la parole à la commission. Ensuite, les deux maires de deux villes vertes. Et ils vont nous parler en fait des défis qu'ils doivent relever pour pouvoir parvenir à cet objectif de zéro pollution dans leur ville. Et malheureusement, le son a été coupé et nous n'entendons plus rien. Again in 2, 3. Voilà. Nous faisons un test son. Voilà. 1, 2, 3. Apparemment, ça fonctionne à nouveau. Parfait. Alors, ouvrez les yeux et vous allez voir à présent que dans votre imagination, l'air aurait pu être pur à 100%, alors que vous vous trouvez au centre d'une ville et l'air est pur. Voilà, c'est ça l'objectif de cette Green City Accord. Alors, c'est un projet qui a été lancé en octobre dernier. Et l'objectif, c'est de nettoyer un petit peu les villes, l'air, l'eau et parvenir à zéro pollution d'ici 2050, ce qui fait partie du pacte vert.
Alors, nous sommes conscients du lien qui existe entre les écosystèmes et les êtres humains. Alors, au lieu de prendre de la nature, si on veut être en bonne santé physique et mentale, il faut que nous soyons en harmonie avec notre environnement et donc il faut que cet environnement soit propre, sans pollution. La croissance industrielle et des villes a fait que cela a créé pas mal de pollution. Les maires des grandes villes sont vraiment à l'avant-plan pour mener cette bataille et une cinquantaine de maires maintenant ont rejoint le mouvement pour faire en sorte que l'air dans leur ville soit beaucoup plus propre et atteindre l'objectif déjà en 2030 pour faire en sorte non seulement que l'air mais également que l'eau soit plus propre, qu'il y ait des espaces verts, réduire les déchets, les niveaux sonores et avoir une économie circulaire. Après l'allocution d'ouverture, nous allons entendre deux exemples de deux villes européennes qui ont tenté cette expérience. Le premier orateur ce matin pour réduire la pollution dans nos villes, c'est Manuel Di Sabato. Manu, en fait, il fait partie du Parti vert en Belgique et il est le deuxième vice-président de la Commission sur les changements planétaires et climatiques et il fait partie de la commission qui s'occupe également de gestion des ressources naturelles. Manu, nous sommes heureux d'entendre comment le Green City Accord 2030 va permettre d'avoir zéro pollution dans nos villes et le rôle important que les cités et le comité des régions peut jouer à cet égard. Manuel. Comité des régions, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence que le comité des régions co-organise aujourd'hui avec la DG Environnement de la Commission européenne et EuroCities dans le cadre de la Semaine verte. Alors malgré les restrictions dues à la Covid-19, nous sommes toujours en mesure de nous rencontrer virtuellement ce jour et de discuter ensemble des principaux défis qui nous attendent. L'année dernière a été très difficile pour nous. Comme autorité locale et régionale, nous avons été appelés à répondre à une crise dans laquelle nous avons été pris au piège et qui nous a durement touchés toutes et tous, ainsi que nos régions et municipalités. Heureusement, nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Cependant, nous avons maintenant un nouveau défi, reconstruire mieux en abordant, entre autres, les effets inéluctables du changement climatique et de la dégradation de l'environnement causée par la pollution. L'ambition zéro pollution et plus particulièrement le plan d'action zéro pollution proposé par la Commission européenne arrive donc à un moment crucial si l'on veut vraiment obtenir une relance verte et une résilience. En tant que représentant du comité des régions et donc en tant que représentant de toutes les villes et régions européennes dans le processus d'élaboration des politiques de l'Union européenne, je dois souligner le rôle clé que jouent les villes et les régions dans la concrétisation des politiques de l'Union européenne. En Europe, 70% de toute la législation est directement mise en œuvre par les autorités locales et régionales. Notre engagement et nos efforts sont indispensables si nous voulons parvenir à un environnement sain, sans produits toxiques. De plus, chaque année, environ 400 000 décès prématurés en Europe sont dus à la pollution de l'air. Le plan d'action zéro pollution est donc l'occasion d'écouter, d'apprendre et d'améliorer la politique de protection des personnes et de notre planète. Alors, le plan d'action zéro pollution revêt une grande importance dans ses dimensions locales et régionales, et ce à trois égards. Tout d'abord, les dimensions locales et régionales dans plusieurs domaines politiques du plan. Dans certains cas, la dimension locale ou régionale est explicitement mentionnée. Dans d'autres cas, le plan d'action comprend des actions pour des dossiers sur lesquels le comité des régions a déjà adopté ou adoptera des avis spécifiques. Deuxièmement, l'implication spécifique du comité des régions. Tout d'abord, le comité des régions, en coopération avec la Commission européenne, établira une nouvelle plateforme des parties prenantes zéro pollution pour réunir des parties prenantes et des experts de différents domaines politiques. Nous pouvons alors évaluer l'efficacité des politiques, partager les préoccupations livrées pour les citoyennes et citoyens et remplir cette lacune qui est à la fois ressentie entre Bruxelles et la réalité sur le terrain. Cela peut aider à intégrer l'agenda zéro pollution au niveau local. Nous pouvons concrètement contribuer avec la plateforme au partage des meilleures pratiques à travers l'Europe.
Nous pouvons aider à atteindre des communautés locales et régionales grâce à un sentiment d'appartenance et à la participation des parties prenantes dans la mise en œuvre des politiques européennes. D'ici 2024, le comité des régions participera également à un tableau de bord d'indicateurs de performance environnementale des régions de l'Union européenne qui servira de base pour un Green Regions Award chaque année. Troisièmement, des autres actions qui impliquent directement les collectivités territoriales à remarquer, notamment le développement de jumeaux numériques locaux, des modèles de villes virtuelles qui aideront les villes à relever les défis environnementaux et de planification. Les Living Labs, pour des solutions digitales vertes et smart, zéro pollution. La poursuite des Greens Capital, Greens Leaf Awards, et surtout soutenir le Green City Accord, comme en témoigne l'implication des membres du comité des régions dans cet événement aujourd'hui. La marge d'action des collectivités territoriales est donc large pour atteindre l'ambition zéro pollution. Le comité des régions contribuera à la réalisation de l'ambition zéro pollution et pour cette raison continuera à soutenir le Green City Accord et ses développements. Les collectivités locales, et en l'occurrence les villes, sont un élément clé de la transition vers une Europe plus verte et moins polluée et sont absolument nécessaires pour réaliser les ambitions du Green Deal. Alors, quelques éléments concrets de ma Wallonie. Nous avons commencé à nous attaquer au problème de la pollution de l'air. En janvier 2019, afin d'améliorer la qualité de l'air, le Parlement wallon a adopté un décret relatif à la lutte contre la pollution de l'air liée à la circulation automobile. L'une des mesures de ce décret est la possibilité pour les villes d'établir des zones à faibles émissions sur l'ensemble de leur territoire. Les communes de Namur et d'Eupen ont été sélectionnées comme villes pilotes pour une étude estimant l'impact environnemental de la mise en place des zones d'émission. Fait intéressant, l'étude prévoit qu'une zone municipale à faible émission aura un impact significatif sur les concentrations d'un polluant pour lequel il n'existe pas encore des normes, le noir de carbone, qui est également étroitement lié au trafic routier. Pour le noir de carbone, les baisses de concentration à Namur pourraient atteindre 60% d'ici 2025 par rapport au niveau de concentration de 2018. À Namur, la ville, au courant des résultats de l'étude, a déjà mis en place des mesures pour améliorer la qualité de l'air. Il s'agit notamment du lancement d'une zone de 20 km/h, favorisant la mobilité douce en centre-ville, la poursuite du développement du service de bus, le verdissement du parc de véhicules municipaux, le développement d'infrastructures vélo-piétons, la plantation d'arbres endémiques, entre autres. J'espère maintenant que les villes wallonnes redoubleront d'efforts non seulement pour réduire la pollution de l'air, mais aussi pour mettre en œuvre des politiques dans d'autres domaines, comme l'eau et les sols, pour accélérer la transition vers un environnement sans produits toxiques et sans pollution. Je suis sûr que l'accord Green City peut énormément soutenir cette transition. Je conclus maintenant, vous remerciant pour votre attention et vous souhaite une bonne discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à vous, Manu. Vous avez fait un super début. Ça nous a inspiré. You inspired us. Your beginning was great. Nous avez inspiré. C'était une très bonne introduction et nous faisons la même chose au Royaume-Uni. Nous essayons d'avoir des zones à faible émission à Londres notamment et le verdissement des villes en plantant des arbres est également une activité que nous réalisons. Merci de nous avoir introduit le sujet. Notre orateur suivante est Joanna Drake. Elle est la directrice générale adjointe à la Direction générale de l'environnement de la Commission européenne. Elle a beaucoup de fonctions, notamment la fonction d'améliorer l'environnement dans l'Union européenne. Je ne parlerai pas du Brexit dans ce contexte. Vous allez nous parler de l'état de l'environnement en Europe et vous allez nous expliquer comment le Green Deal européen pourra faire avancer nos dossiers. Manu nous a dit que l'objectif était zéro pollution, des villes zéro pollution en Europe. Joanna, vous avez la parole. Merci de m'avoir présenté. Je suis très heureuse d'être ici. J'ai une réunion après celle-ci avec des jeunes et j'écouterai ces jeunes pour savoir comment ils envisagent l'avenir et ce qu'il faut faire. Il ne faut pas oublier que nous faisons cela pour nous.
nous devons aussi témoigner notre responsabilité vis-à-vis des jeunes générations et les jeunes générations doivent également assumer leurs responsabilités. Un mot concernant le plan d'action. Je voudrais commencer par l'état de la situation parce qu'il faut faire l'inventaire de la situation actuelle. L'environnement européen s'est amélioré depuis quelques décennies et cela pas seulement à cause des actions de l'Union européenne sur le terrain. Et je pense aussi que c'est dû aux efforts des États membres. Il y a eu des avancées considérables, par exemple pour ce qui concerne l'économie circulaire, l'efficacité énergétique. Mais si on examine le rapport de l'Agence de l'environnement de Copenhague, on constate qu'il y a toujours des situations inquiétantes qui subsistent. Pourquoi? Il y a des tendances vers le bas, vers l'arrière, des impacts négatifs, par exemple à cause de la pollution de l'air et du bruit lié à la santé et à la nature. La pollution atmosphérique est associée au chiffre de 400 000 de morts prématurées dans l'Union européenne. Et ce n'est pas une belle chose d'associer cela de cette façon. Les morts prématurées sont liées à la pollution et 90% sont dus à des maladies telles que le cancer. Plus de 250 000 morts par an, suivies par des maladies cardiaques, 130 000 par an. Pour ce qui concerne le bruit, une personne sur 5 vit dans une zone avec des niveaux de bruit dangereux. La pollution provoque également des problèmes à l'écosystème et diminue la diversité. La pollution ne peut pas être ignorée. Chaque année, la pollution de l'air coûte 5 à 10 fois plus que ce coûterait le prix pour remédier à la situation. Nous devons donc relever le défi de purifier l'air. Cela nous coûtera quelque chose, mais la pollution coûte également beaucoup. Alors, qu'est-ce qui est nouveau dans ce plan d'action qui vient d'être adopté le 12 mai, donc il y a un mois? Le plan d'action prévoit d'atteindre des villes zéro pollution. Ça fait partie du Green Deal, du pacte vert, et énonce toutes les politiques de prévention de la pollution. Nous nous sommes fixés un objectif d'ici 2050. La pollution doit atteindre des niveaux qui ne peuvent plus être dangereux pour la santé et les écosystèmes. C'est-à-dire, l'environnement doit devenir non toxique. Vous allez dire c'est une utopie, mais nous nous sommes fixés l'objectif 2050, donc il y a 30 ans, dans 30 ans, ce qui n'est pas beaucoup, et on peut dire qu'on ne peut plus avoir une pollution de l'air dangereuse pour les individus. Qu'avons-nous fait? On a établi une stratégie chimique. Le plan d'action repose sur des actions et a fixé des objectifs pour 2030 pour réduire la pollution à la source. Par exemple, améliorer la qualité de l'air pour réduire le nombre de décès prématurés de 50%. Nous voulons donc réduire ce chiffre de 400 000. Nous voulons améliorer la qualité de l'eau, améliorer de 50%. Les microplastiques jetés dans l'environnement doivent être réduits de 30%. La qualité du sol en réduisant l'utilisation de pesticides, etc., de 50%, réduction de la pollution de l'air de 25%, réduire la part
des personnes chroniquement atteintes par le bruit du transport de 30% et réduire également les déchets de 50%. Le plan met donc en évidence toute une série de projets emblématiques tels que l'alignement des standards de l'air qui doivent être beaucoup plus proches des normes de l'OMS. Les normes de l'OMS sont plus sévères que ce que nous connaissons chez nous pour le moment. Dans le plan d'action, on parle également des rivières, de la réduction de la pollution de l'air, des mesures de restauration, diminution des déchets, etc. La plupart des mesures pour ce qui concerne la pollution du sol seront traitées dans une stratégie sur les sols. Il y aura des actions sur les sites contaminés. Le plan d'action zéro pollution n'est qu'un début d'un long voyage. Il faudra nettoyer avec détermination et avec coopération et nous espérons pouvoir y arriver ensemble. Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec le comité des régions et nous sommes heureux de son soutien pour ce qui concerne la plateforme des parties prenantes. Les villes et régions jouent également un rôle important. Ce sont des partenaires importants, des acteurs principaux pour atteindre les objectifs du pacte vert et pour mettre en œuvre les clauses anti-pollution. Certaines villes et régions se sont d'ores et déjà engagées. Bolzano, Turku et Grenoble. Mais il y a toute une série de villes qui n'agissent pas de manière satisfaisante. Par exemple, les standards, les normes pour la qualité de l'air ne sont pas atteintes dans 100 villes en Europe. Il faut être courageux. Les villes doivent comprendre. Il faut sensibiliser aussi les futures générations pour qu'elles entament des actions. La plupart des Européens partagent l'idée de l'importance de l'environnement. Et une enquête de 2019 montre que 78% des répondants disent que les effets sur l'environnement ont des répercussions sur leur vie. Beaucoup pensent qu'une législation européenne est nécessaire pour protéger l'environnement. On a donc déjà beaucoup de choses. Manu nous a montré qu'il est sensible à ces questions, mais nous devons avancer. L'accord des Green City est important et doit engager les villes à faire plus. Il y a des objectifs pour 2030. Donc, c'est un objectif bien précis, ce qui signifie faire des efforts pour mettre en œuvre les décisions de l'Union européenne. Mais il s'agit ici d'un partenariat avec des villes. En signant l'accord, on signe un accord politique et un engagement concernant l'air, l'eau, l'économie circulaire, la lutte contre le bruit, etc. Et les villes adhèrent à ces 5 objectifs pour 2030. Amélioration de la qualité de l'air, de l'eau, de l'efficacité, des progrès pour ce qui concerne le renforcement de la diversité et la qualité des zones vertes, un progrès plus grand pour l'économie circulaire, en assurant une amélioration dans la gestion également, une diminution considérable du bruit. Il faut naturellement qu'il y ait utilisation des instruments en la matière de manière intégrée. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une déclaration politique qui ne serait que lettre morte. Il faut agir en même temps.
Bien sûr, chaque ville devra choisir des actions et les moyens et les autorités. Pour ce qui concerne la qualité de l'air, les villes signataires devront mettre l'accent sur les sources locales de la pollution qui ont un impact considérable. Les autorités des villes devront s'attaquer dans le cadre des actions environnementales contre la pollution de l'air. Nous soutiendrons naturellement ces initiatives. Bien entendu, il faut prendre des mesures et cela peut coûter cher. Parlons de cela également. Il y a un engagement de la Commission à ce sujet pour que les villes deviennent plus propres et plus vertes. Nous avons les fonds structurels. Le développement est absolument central pour une politique régionale et une part importante 16,9 milliards seront consacrés au niveau local pour la stratégie de développement et ces sommes sont gérées par les autorités des villes. Cela permettra une intégration de l'approche et une facilitation de la coopération ainsi qu'une élaboration de politiques dans le domaine de la durabilité du développement urbain. Il ne faut pas oublier 2030. Il y aura 600 millions qui seront consacrés à la recherche et à l'innovation pour financer 100 projets. Les citoyens s'intéressent également à une économie circulaire. L'économie circulaire devra être gérée dans les villes. LIFE est également un instrument pour le climat qui a bien réussi. Depuis le début, nous avons enregistré 300 villes qui participent à cela. Il y a toute une série de plateformes et de prix qui existent dans le domaine. Dans ce domaine, Manuel en a parlé. Il y a le dialogue sur l'air propre, etc. Conclusion. Quels sont les enseignements à tirer? Nous devons réévaluer la santé humaine, essayer de voir comment la santé humaine est reliée à l'environnement et comment, par l'intermédiaire de l'environnement, nous pourrons créer un environnement plus sain de notre planète et pour les citoyens européens. Et j'encourage les régions et les entités en Europe de se joindre à nous pour lutter contre la pollution et d'arriver d'ici 2050 à un environnement non toxique. Nous le devons par rapport aux futures générations et par rapport à nous-mêmes, car nous devons quitter cette terre dans un état plus propre que celui dans lequel nous l'avons connu. Merci beaucoup de nous avoir aussi rapidement présenter ces choses, d'avoir parlé des enfants, des futures générations. C'est très important parce qu'on le fait naturellement également dans une vision d'avenir. Et vos chiffres sont très intéressants. Vous avez cité des objectifs très clairs par rapport à ces idées, ce qui est très utile, très pratique. Et je suis impressionnée. Et je suis très heureuse que quelqu'un comme vous dirigiez ces opérations. Merci beaucoup. Vous et Manu nous avez bien expliqué ce que l'on entend par le Green City Accord. Nous allons maintenant entendre les maires qui participent à notre réunion. Nous entendrons une intervention de Grenoble et de Turku. Étant donné que Johanna est encore là, je voudrais demander à tout le monde
d'arrêter quelques instants et d'écouter le son. À l'avenir, Johanna, j'espère que nous n'entendrons pas de bruit et que nous entendrons tout simplement la musique de la nature, les oiseaux, les insectes, la respiration des arbres. Et c'est ça notre objectif pour une solution permanente. Merci, Johanna. Je voudrais maintenant passer la parole au maire de nos villes et je voudrais d'abord passer à la belle France, à Gilles Namur, qui est maire adjoint de la ville de Grenoble et il est ingénieur de formation. Grenoble a reçu le prix de la ville verte pour 2022. Grenoble est une très belle ville et l'objectif est donc d'améliorer la qualité de l'eau. Grenoble a signé le Green City Accord le 17 mai. C'est donc le moment adéquat pour célébrer cela. Gilles va nous expliquer ce qui se passe à Grenoble et c'est avec plaisir que je vous écouterai. Vous avez la parole, Monsieur Gilles Namur. Bonjour à tous. Très heureux d'être ici avec vous. J'espère que vous allez m'entendre correctement parce que ma connexion jusqu'à présent n'est pas terrible. Ça a l'air de bien marcher. J'aurais beaucoup de choses à partager avec vous là, sur nos actions, sur effectivement cette belle ville de Grenoble entourée de montagnes. J'ai mis 5 minutes, mais des interventions précédentes montrent que des solutions sont évidemment connues de tous. L'important maintenant, c'est de mettre en œuvre, c'est d'en avoir la volonté, c'est de s'en donner les moyens. Alors voilà, breaking news, le climat est en train de changer, nos grandes sont et même Grenoble, effectivement, capitale verte européenne 2022, est tout autant impactée, voire même plus. En effet, dans les Alpes, la température est augmentée en un siècle de 2 degrés. Depuis 1970, la plupart des glaciers ont perdu 38% de leur surface. Et à la fin du siècle, ceux qui sont en dessous de 3500 mètres devraient avoir disparu entièrement. Un autre exemple en termes de pollution, c'est les écoles de notre ville, par exemple, qui sont des établissements qui sont particulièrement exposés aux pollutions atmosphériques. Nos relevés montrent qu'elles sont toutes impactées. Et parmi les polluants, on retrouve bien évidemment le dioxyde d'azote, dont le niveau d'exposition est influencé par les routes, par les axes routiers à proximité. Sur le slide suivant, s'il vous plaît. Un petit statut concernant donc du coup tout ce qui est réchauffement climatique à Grenoble depuis 2005, on note quand même cependant une baisse de 23% des émissions de gaz à effet de serre. Notre objectif est d'aller encore plus loin, de les réduire de 50% d'ici 2030 et puis 75% en 2050. Concernant la qualité de l'air, les pollutions, c'est une réduction de 45% des dioxydes d'azote, de 25% sur les particules fines PM10 ou 56% sur les particules encore plus fines de 2,5. On veut encore aller plus loin et nos leviers d'action, c'est principalement en zone urbaine, c'est les activités industrielles, c'est le chauffage au bois et puis c'est les transports routiers. Sur le slide suivant, s'il vous plaît. Nos différentes actions sont transverses. Elles concernent d'abord effectivement les transports et le développement avant tout de structures, de services, de promotion du vélo. Et en très peu de temps, grâce à ça, on a constaté une augmentation très forte de la part du déplacement vélo chez les Grenoblois. Aujourd'hui, alors pour d'autres pays, ça pourrait paraître faible, mais en France, c'est important. Près de 18% des résidents grenoblois utilisent quotidiennement leur vélo pour se rendre au travail. En France, la moyenne est de 1,9%, c'est pas négligeable. On a 10 000 vélos qui sont disponibles à la location. On a un réseau de 320 km de pistes cyclables, donc 44 km de pistes structurantes. C'est ces pistes larges, sécurisées, protégées du trafic routier qui incitent les gens à se mettre au vélo. C'est 6 000 vélos qui circulent par jour devant le lycée qui est en plein cœur de Grenoble, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Et puis là encore, l'objectif, c'est d'aller plus loin, c'est de tripler cette part du vélo. Alors le vélo, c'est important, mais les transports en commun aussi. Il nous faut agir pour réduire
la part d'autosolistes, la part de la place de la voiture en ville, et donc permettre aux Grenoblois de circuler avec les transports en commun. 98% des Grenoblois et Grenobloises vivent aujourd'hui à moins de 300 mètres d'un arrêt de transport en commun, que ce soit le bus ou le tram. Et pour aller encore plus loin, à travers le réseau de transport en commun, nous nous donnons comme objectif de remplacer toutes les motorisations de ces véhicules-là pour éviter toutes les énergies fossiles d'ici à 2030 dans tous les transports en commun. Page suivante, s'il vous plaît. Nous avons mis en place également une zone à faible émission depuis 2017 pour réduire l'impact de tous les véhicules à essence. Alors on y va progressivement, d'abord les véhicules utilitaires et puis les poids lourds, mais pour accompagner cela, on a mis des centres de fret urbains pour accompagner cette démarche en bordure de ville. Il nous faut aussi également réduire la vitesse des véhicules pour plein de bonnes raisons. La première, c'est fluidifier le trafic. La deuxième, c'est réduire les émissions polluantes, mais aussi sécuriser les modes de déplacement, en particulier les modes actifs. Le vélo, les piétons seront plus libres de circuler en ville si les voitures roulent moins vite. Du coup, une zone sur 45 communes parmi les 49 de la métropole, maintenant, ont adopté la règle, on roule à maximum 30 km à l'heure sur quasiment toutes les routes, et seulement quelques axes restent aux 50 traditionnels en France. Sur le slide suivant, s'il vous plaît, il est question ici, évidemment, de nature, puisque les bienfaits, la nature, je ne vais pas vous surprendre, sur les plantes, les arbres, l'impact que ça a sur la qualité de l'air, la captation des polluants, du CO2, sur son pouvoir rafraîchissant évidemment, et donc de limitation du réchauffement climatique, mais aussi de créer des îlots de fraîcheur dans la ville pour s'adapter et vivre avec les chaleurs qui arrivent. Et puis les bienfaits sur la biodiversité, évidemment. Tout ça va bien pour les animaux, pour les insectes, et bon pour l'homme également. Pour cela, on a commencé par protéger nos zones vertes pour promouvoir cette biodiversité, des zonages, des espaces agricoles et naturels pour éviter d'y construire, pour préserver la biodiversité, renforcer des corridors écologiques, mettre en œuvre des ratios d'espaces verts, une activité écologique ou aquatique, ce qu'on appelle les trames vertes ou bleues. Une gestion écologique de nos espaces verts aussi, c'est bannir tous les pesticides, et ça c'est vrai depuis 2008. C'est aussi une gestion différenciée des espaces verts. On laisse la nature pousser, on laisse la nature être à nouveau ce qu'elle est, et non plus tondre de manière systématique ou tailler les arbres tout le temps. 92% de la population métropolitaine vit aujourd'hui à moins de 300 mètres d'un espace vert public. À Grenoble, c'était pas évident, c'est toujours pas évident. C'est des zones très très urbaines, enclavées dans les montagnes. On a tendance à construire un peu partout. Et il faut aller encore plus loin. Au niveau de l'alimentation, par exemple, dans nos écoles, on a mis du bio dans les écoles, avec une voiture biologique à 50%, et on espère aller jusqu'au 100% prochainement. Slide suivant, qui concerne l'eau. L'eau, c'est important. À Grenoble, on a une chance incroyable concernant l'eau que nous buvons. 95% des habitants boivent l'eau du robinet. 93% d'entre eux sont satisfaits de son goût, alors qu'en France, en général, ce n'est que 18% des gens qui apprécient l'eau du robinet. On a une excellente ressource d'eau de qualité, sans aucun traitement avant la distribution et sans aucune chloration. Une eau qui est 100% naturelle et pure. Cette situation idéale à Grenoble, elle n'est pas seulement liée à son contexte géographique, elle est liée aussi à une volonté politique. L'eau à Grenoble est un bien commun qui est chéri et qui est géré de manière publique. Il s'agit d'un service public de l'eau qui existe depuis 1878, même s'il y a eu une parenthèse très courte et très malheureuse à une certaine époque. Cette autorité métropolitaine a en charge l'eau que nous buvons, mais aussi traiter les eaux usées et puis gérer les eaux de pluie. Tout ça en service public à travers une régie qui possède aujourd'hui l'une des plus grandes zones de protection d'Europe avec 2329 hectares. Une protection donc forte, une qualité d'eau qui est donc gérée par un service public, qui est protégée, qui est contrôlée et sur laquelle nous veillons à réduire sérieusement aussi la consommation. Une consommation avec des réglementations dans le bâti, dans les normes de construction, mais aussi un arrosage raisonné de nos espaces verts. Donc déjà en utilisant les eaux souterraines, mais aussi en sélectionnant des plantes
qui consomment moins d'eau, qui ont besoin de moins d'eau pour résister aux chaleurs de plus en plus fortes. Mon dernier slide qui concerne l'énergie, j'espère que je n'aurai pas été très long, concerne l'énergie, c'est très important. En 2022, 100% des besoins des ménages en électricité seront produits sans carbone et sans nucléaire, que de l'énergie verte. D'ici 2030, c'est le réseau de chauffage urbain qui sera produit à 100% avec de l'énergie renouvelable ou issue de nos déchets. Les déchets, on en parle, c'est 531 kilos de déchets par habitant et par an, 49% sont recyclés et 43% sont reconvertis en énergie pour le réseau de chauffage urbain. La gestion des réseaux d'énergie, pareil, c'est géré par les collectivités et auxquels on ajoute des compléments tels qu'une unité de biomasse ou encore l'usine de traitement des eaux usées qui produit un biométhane qui est utilisé pour les bus qui circulent avec du gaz naturel. Et puis un programme d'investissement important pour tout ce qui est éolien, photovoltaïque et puis bien sûr l'hydraulique. Grâce à nos montagnes et à nos rivières, on a une énergie à notre disposition. Cette énergie verte, mais aussi lutter contre les passoires énergétiques. Un gros programme d'isolation des logements pour éviter effectivement de la consommation importante d'énergie inutile. Donc énormément d'argent investi à travers différents programmes partout sur la ville, que ce soit le logement social, mais aussi les maisons individuelles et différents immeubles. Je pense que j'en dis beaucoup et que je vais laisser le temps aux autres. Je m'arrête là. Je vous remercie. Thank you so much, Gilles. That was a very comprehensive. Merci beaucoup, Gilles. C'était un tableau très complet que vous avez brossé sur Grenoble. Ne devoir que faire 300 mètres pour atteindre les transports publics. Vous avez parlé des vélos, des cyclistes, etc. Vous avez parlé de l'énergie, du transport local, etc. C'est admirable et j'espère que beaucoup de villes en France vont s'en inspirer. Avant de vous poser directement des questions, je voudrais jeter un regard sur les questions que nous avons reçues par Slido. S'il vous plaît, choisissez les 3 priorités essentielles, selon vous, pour nos futures villes. Air propre, eau sain, bonne gestion des déchets, transition vers une économie circulaire, contrôle du bruit, la nature et la protection de la diversité. S'il vous plaît, choisissez 3 priorités. Pendant que vous choisissez parmi ces priorités, j'aimerais vous poser, Gilles, une question. Dans les villes françaises que j'ai vues, on construit de plus en plus. Vous avez parlé de la construction et on abat les arbres, les espaces verts sont diminués. On utilise de plus en plus de terre et on ne replante pas les arbres. Comment peut-on lutter contre cette folie de construction? Il y a différentes manières de le faire, plus ou moins complexes. Il y a le plan local d'urbanisme sur lesquels on peut effectivement définir des règles. Et puis, l'une de ces règles les plus importantes, c'est la zéro artificialisation des sols, c'est-à-dire éviter de construire de maintenir des zones pour l'agricole, de maintenir nos parcs. Et puis, si on doit construire sur des zones qui n'est pas déjà bitumisées, on va dire, l'idée, c'est de compenser. Il y a aussi une nouveauté, c'est de travailler autour de l'arbre, de la préservation, de donner un statut à l'arbre, de dire qu'un arbre, finalement, c'est doit être préservé, comme la faune, comme beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va construire autour de l'arbre et non plus couper l'arbre et en planter à côté. On va essayer de préserver au maximum ces arbres qui sont tellement importants pour accompagner justement les changements qu'on a en cours. Donc, c'est des règles d'urbanisme, mais c'est aussi une volonté vraiment politique d'affirmer un statut, de donner un statut à la nature, à la faune, à la flore, et puis de dire que voilà, on doit faire avec, on doit vivre avec, et donc du coup, s'adapter.
Et puis, il y a aussi la volonté de ne pas s'étaler trop d'un point de vue urbanisme. C'est vrai que de plus en plus de gens habitent loin des villes et puis ont besoin de leur voiture pour venir en ville et pour venir travailler. Un peu de densification, mais tout en maintenant. Alors c'est là que c'est très subtil, c'est maintenir des espaces verts, maintenir de la fraîcheur, maintenir des espaces de respiration dans la ville, mais tout en continuant à densifier certaines zones, puisque That's true. You've hit the nail on the head. Vous avez mis le doigt sur la plaie. Merci beaucoup, Gilles. Les résultats de Slido nous parviennent. Tout le monde a indiqué en premier lieu l'air propre, deuxième priorité, la nature et la biodiversité qui étaient en fin de ma liste, ce qui est intéressant. Troisième priorité, la gestion des déchets. C'est très intéressant de voir quelles sont les priorités des gens, même si on veut toutes les priorités. Merci à l'audience pour les contributions. Nous passons maintenant à la Finlande, à Nina Ratilainen, conseillère municipale de la ville finlandaise de Turku, au bord de la mer Baltique. Turku est un des premiers signataires de l'accord pour une ville verte. Nina est également présidente du comité de gestion des déchets et vice-présidente du conseil d'administration de l'Université des sciences appliquées à Turku. Je vous passe la parole, Nina. Merci beaucoup. Merci, Gilles, de votre discours très intéressant. Les participants, je suis très heureuse de pouvoir vous indiquer nos objectifs concernant le City Accord de ma ville. Et je vais vous parler de nos politiques pour rendre notre ville plus durable. Tout d'abord, quelques mots au sujet de moi-même. Depuis 9 ans, je suis conseillère municipale dans la ville de Turku, au bord de la mer Baltique, comme on l'a dit. À côté de cela, je m'occupe aussi du comité de gestion des déchets et je participe à la commission de l'environnement, changement climatique et de l'énergie. Les sujets que nous abordons ici sont donc des sujets qui me tiennent à cœur. Pour ce qui concerne notre ville, nous sommes connus pour nos objectifs ambitieux et pour le travail que nous accomplissons pour atteindre ces objectifs. La ville de Turku veut arriver à zéro déchet, amélioration de l'utilisation des ressources naturelles. Nous allons fêter d'ici peu le 800e anniversaire de notre ville. Nous avons signé l'accord et nous avons travaillé pour conserver la mer Baltique et nous avons travaillé sur le plan de la diversité. Nous avons un grand intérêt pour la biodiversité. Notre ville couvre moins de 0,1% du territoire de Finlande, mais beaucoup d'espèces en danger vivent dans notre territoire. Nous sommes donc très intéressés à la conservation de la biodiversité. Un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la conservation de la mer Baltique. Et notre ville joue un rôle important en la matière, notamment pour ce qui concerne la pêche. Nous voulons réduire la pollution et protéger la biodiversité des zones aquatiques. Les politiques circulaires climatiques doivent s'attaquer aux émissions directes de produits et de matériaux, et cela tout au long de la vie de ces produits. Nous sommes en train de mettre au point une feuille de route d'économie circulaire et nous avons reconnu que dans notre région, il y a 700 opérateurs dans l'économie circulaire. Pour nous, c'est beaucoup d'acteurs
qui essayent de trouver une solution aux problèmes actuels. Je voudrais vous donner un exemple concret. Il s'agit d'une usine de raffinage du textile. Nous voulons améliorer l'efficacité de la circulation textile. Une usine pilote de traitement des textiles a commencé à travailler depuis l'été. Nous nous adressons aux entreprises et aux personnes privées. Les textiles sont utilisés dans beaucoup de domaines, panneaux, acoustiques, textiles de tout genre. L'usine future pourra transformer 12 000 tonnes de textiles par an, ce qui représente 10% du volume total pour la Finlande. Étant donné que les déchets textiles sont très importants, il est important de travailler à la transition du secteur textile pour qu'il opte pour un modèle circulaire. Nous devons entamer une nouvelle ère pour l'économie circulaire dans le domaine des textiles. En résumé, nos objectifs sont ambitieux. Lorsque l'on examine la dimension de la crise écologique, on peut dire qu'aucune ville ne peut être moins ambitieuse. Lorsque nous avons développé notre feuille de route, nous avons pensé à la durabilité pour les citoyens et un environnement sain également pour les entreprises. Et la durabilité et la circularité de nos villes en Europe doivent être assurées pour assurer le respect des droits humains en Europe. Merci beaucoup, Nina. C'est bien de voir comment l'économie circulaire peut fonctionner en pratique. Notamment dans le domaine du textile, qui est très important pour la Finlande. C'est vraiment quelque chose de très important. Nous avons des questions qui nous arrivent. S'il vous plaît, communiquez vos questions par Slido. Une question à Nina. Comment accélérer le processus de la prise de décision au niveau des villes et régions? Comment les citoyens de Turku peuvent être incités à s'intéresser pour ces questions? Oui, c'est une question de grande actualité. C'est un sujet auquel il faut penser lorsque nous mettons en œuvre nos politiques et les objectifs. Nous invitons les citoyens à parler de ces initiatives avec nous. Les citoyens chez nous travaillent au niveau de différents groupes de travail. Nous avons en effet reconnu que des sujets politiques intéressent nos citoyens. Je voudrais aussi mentionner les jeunes. Il est très important qu'en tant que ville, on reconnaisse les besoins des jeunes et leurs perspectives. Nos villes doivent être des lieux agréables pour tous les utilisateurs. Merci beaucoup. C'est un aspect effectivement très important. Gilles, une question qui s'adresse plutôt à vous de Makaya Henderson qui dit avez-vous des idées de plantation emblématiques et est-ce que vous avez réfléchi à certains produits de lutte contre certaines maladies des plantes? Plantation emblématique, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'on a changé la manière de faire. Aujourd'hui, on varie les plantations, on évite les alignements de platanes comme ça a été fait pendant très longtemps parce que dès qu'un des arbres est malade, c'est tout l'alignement qui est malade et il faut tout abattre. Donc vraiment, varier les plantations, c'est ce qu'on fait maintenant de manière systématique. Varier et puis aussi adapter. Des plantes locales principalement, donc ce qui vient de Grenoble ou de la région, c'est ça qu'on vise, mais aussi des plantes méditerranéennes, là où vraiment on sait que c'est très chaud et très sec, et ça pour s'adapter au changement qui est venu. Mais vraiment, voilà, la lutte contre les maladies, c'est la diversification. Et c'est comme partout, la biodiversité n'est renforcée que par sa diversification, et c'est en travaillant sur cette diversification qu'on va renforcer la nature, liée
flore, faire en sorte que ces écosystèmes fonctionnent ensemble. Et puis donc du coup, voilà, planter partout en adaptant nos plantes et en travaillant plutôt sur les plantes vivaces, plutôt qui consomment moins d'eau, plutôt que sur des plantes ornementales, comme ça a été beaucoup fait par le passé avec les jolis ronds-points dans lesquels on mettait des jolies fleurs qui n'avaient aucun intérêt pour les insectes et pour la biodiversité. Donc donner à manger, offrir le gîte et couvert pour les animaux, pour les oiseaux, pour les petits insectes, c'est ce qu'on fait et c'est travailler sur cette variété. Thank you, Gilles. Merci, Gilles. Une question pour Nina, parce que c'est une question qui se réfère aux jeunes. Les citoyens et les jeunes mentionnés par Nina, est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent participer à l'accord des villes vertes? Qui peut participer? Tout le monde. Nous voulons que tout le monde participe. La dégradation de l'environnement ne connaît pas de frontières administratives. Les entreprises, par exemple, sont des acteurs clés également pour que nous devenions plus durables. Et les villes ne peuvent pas travailler seules. Nous avons besoin de toutes les villes et régions qui travaillent avec nous dans l'accord sur les villes vertes. Et nos citoyens vivent également dans différentes régions. Donc, il faut respecter la nature, pas seulement les frontières administratives. Gilles, vous avez l'air d'être d'accord avec cela. Est-ce que vous voulez répondre également? Oui, complètement. La participation des entreprises, des citoyens, de différentes collectivités. C'est d'ailleurs pour cela que pour l'année prochaine, avec le Capitale verte européenne, on va essayer d'embarquer avec nous le plus grand nombre de gens dans une situation un peu, on va dire, gagnant-gagnant. C'est-à-dire, Capitale verte, c'est quelque chose de... Voilà, médiatiquement, c'est très intéressant pour la ville, c'est très intéressant pour les entreprises et c'est aussi l'occasion d'aller plus loin, d'aller plus vite dans nos transitions et en impliquant le plus de monde possible, lancer des défis aux entreprises, lancer des défis aux citoyens. Et c'est ce qu'on fait aussi au quotidien depuis 6 ans avec plein de programmes de participation citoyenne pour aller végétaliser la ville un peu partout, que ce soit des petits projets, juste de l'embellissement d'une rue ou carrément du potager ou carrément des fermes urbaines, ce genre de projet. Thank you. We'll have time for a quick... Nous avons encore le temps pour une question. Kalle Paravalainen. Quelles sont les actions les plus importantes à mettre en œuvre dans les villes pour lutter contre le changement climatique? Réponse rapide de la part de chacun. Nina, c'est la mobilité, je dirais. Nous devons devenir plus durables pour ce qui concerne le transport. Nous devons lancer des initiatives sur le plan de la mobilité comme service, le trafic et le transport. Il faut rapidement plus de politique en la matière. Gilles, rapidement. Transport, oui, évidemment, fortement. Il faut une vraie volonté politique, vraie volonté d'investissement massive pour changer vraiment les habitudes et offrir des alternatives aux gens. Et puis un autre point qui est important quand même sur la qualité de l'air que l'on connaît bien nous à Grenoble, c'est aussi le chauffage au bois qui génère en particulier en hiver énormément de particules fines dans l'atmosphère et il faut qu'on incite vraiment les gens à changer leur chauffage. Ils peuvent continuer à se chauffer au bois mais avec des appareils qui sont adaptés, qui ne rejetteront pas autant de pollution. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, aux participants. Vous avez posé de très bonnes questions. Nous voyons que les graines ont été semées à Grenoble, à Turku. Nous voulons vivre de manière plus durable et la manière pour y arriver, c'est de soutenir ces villes de la Green City Accord. Vous deux, vous voulez vous débarrasser des tueurs principaux.
Et cette lutte contre les maladies aidera également l'économie et cela sera du gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est un début très positif. Je vous remercie de cette session très positive. Merci beaucoup, pas seulement aux participants, mais aussi à nos 4 orateurs qui ont beaucoup de choses à faire. Manuel et Johanna, merci à Gilles et Nina. Et je voudrais remercier également les interprètes, les techniciens, les animateurs, ainsi que Teamwork et notre organisateur Natalia et Roberto. Nous allons faire une pause de 15 minutes et revenons à 11h15 pour entendre les résultats de notre forum. Et ensuite, nous aurons une autre session à 12 heures. Au nom du directeur général de l'environnement de la Commission européenne, je vous remercie d'avoir consacré du temps à notre réunion. Merci et au revoir.